Il reste un peu moins de 2 semaines pour mettre TV Liberté à l'abri jusqu'à la prochaine attaque. Ces derniers jours, vous avez déjà été incroyablement nombreux à nous témoigner votre soutien. Mais la censure bancaire ordonnée par un pouvoir politique aux abois nous a asséné un coup dur. En nous privant de notre compte bancaire et donc d'une partie des soutiens mensuels que nous recevions, notre budget prévisionnel a été littéralement amputé. Aujourd'hui encore, l'équilibre n'est pas rétabli. Parmi vous, je le sais, certains souffrent aussi de cet extrême centre au pouvoir qui nous appauvrit. Mais d'autres attendent aussi un peu impassibles un changement qui ne viendra pas sans rien faire. Pour renverser la table, chacun doit, à sa mesure, se retrousser les manches. Et renverser la table, c'est avant tout éveiller les consciences. Mais nous ne pouvons pas continuer cette mission sans vous. Alors dès à présent, aidez TVL. Il n'y a pas de petits gestes, chacun d'entre vous peut changer notre destin. Et nous continuerons, nous, à faire beaucoup avec bien peu. Alors je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Immédiat, l'émission qui ose nommer les manipulations médiatiques. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Jean-Yves, je voudrais commencer cette émission en m'excusant auprès des téléspectateurs parce que vous avez été nombreux à le remarquer. J'ai essayé de vous répondre au mieux d'ailleurs dans les commentaires juste en dessous. J'ai fait une erreur de montage dans Immédiat à 2 endroits et donc à 2 reprises. Il y a eu des petites coupures de son. C'est de ma faute. Impossible de faire les corrections ensuite une fois la vidéo postée sur YouTube, ni même de rajouter des sous-titres. Alors je vous prie bien platement de bien vouloir m'excuser pour cette petite erreur de ma part. Les extraits, néanmoins, parce qu'il s'agissait d'extraits, sont disponibles sur mes comptes Twitter X, TikTok et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre et regarder ce que vous avez manqué dans l'émission de la semaine dernière, que vous avez bien soutenu d'ailleurs. Et je vous en remercie. Pour celle-ci, eh bien, même programme. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de laisser des commentaires. Cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son. Et puis, bien sûr, vous pouvez la partager et vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube de TVL. Le programme, le voici Jean-Yves. Ce sont les scandales autour des millions qui ont navigué autour de la chaîne 23 du canal TNT. Et puis, on s'intéressera bien sûr aux piscines qui sont mouillées par l'insécurité, vous allez voir. On n'oubliera pas bien sûr le portrait piquant, comme d'habitude, qui sera consacré à Mathieu Gallet. Et puis, si vous êtes prêts, on y va. La Seine vient de rouvrir à la baignade après 100 ans, mais du côté des piscines, Jean-Yves, c'est le grand débordement. Vous avez un commentaire à faire sur ces petites images de Parisiens qui sont en train de batifoler dans la Seine. Voilà, c'est de l'image, Enfin, vous savez, il y a 3 types de faits traités par les médias. Il y a les faits de société, il y a les faits divers et il y a les faits de diversion. Et bien là, avec les baignades dans la Seine, très provisoire d'ailleurs, on est dans le fait de diversion. Absolument. Alors, diversion de quoi? Diversion de d'autres types de baignades, les baignades dans les piscines, les baignades dans les aquaparks, qui sont très compliquées en ce moment, hein, disons-le. On a le 13h de TF1, par exemple, qui titrait sur la piscine de Colmar, mais aussi celle de Strasbourg, en disant « Incivilité, les piscines débordées ». Dans le reportage, il parle de jeunes, d'individus, d'enfants et d'incivilité. Personne ne sait qui cause ces incivilités. Alors, disons le mot juste, perturbé par des racailles principalement issues de l'immigration. Voilà, c'est ça la réalité que les médias occultent, que les Français commencent à deviner, et qui montre à quel point nous sommes loin du vivre ensemble, puisque c'est
impossible. Les racailles rendent impossible la vie paisible, comme aller à la piscine quand il fait chaud. Alors, les articles toujours sur cette piscine de Colmar sont assez édifiants. On a insultes et menaces sur des agents, actes inacceptables, vagues d'incivilité, agressions et incivilités qui se multiplient dans les piscines en Alsace. La réalité, quand même, à Colmar, ce sont 30 petits mineurs, petites racailles qui sont intervenus et qui ont dû être évacués. Par exemple, à Lyon, ce n'est pas beaucoup mieux parce que le PSIG a dû intervenir pour évacuer un centre aquatique, là aussi pour faire sortir une trentaine de jeunes violents, nous dit-on. Le Figaro fait tout un article un peu sur ces agressions, ces émeutes, en titrant « Quand piscines et parcs aquatiques sont contraints de fermer ». Le petit chapeau de l'article, c'est le suivant. Une vague d'incivilité d'une ampleur inédite prend les municipalités de court alors que les fortes chaleurs entraînent une surfréquentation de ces sites de loisirs. Ils reviennent bien sûr en premier lieu sur cet aquapark dans la Sarthe qui a été ouvert 24 heures seulement et que le gérant a dû fermer suite à un déferlement de 200 à 300 personnes qui n'avaient pas payé leur billet. Racailles principalement issus des quartiers de l'immigration. J'en veux pour preuve d'ailleurs, Jean-Yves, que ce monsieur dit que c'était Bagdad. Bagdad. Voilà, Bagdad. Le mot est lancé. Il faut noter que c'était un investissement de sa part de 165 000 euros qui tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Il ne peut pas prendre plus d'agents de sécurité d'ailleurs pour surveiller ces piscines. Et est-ce réellement à lui de le faire ? C'est une véritable question. Au Wacken à Strasbourg, la piscine n'a rouvert qu'avec des horaires très, très adaptés puis avait été fermée. L'article du Figaro revient également sur la situation à Colmar, mais aussi à Haute-Pierre à Strasbourg. On a également à Obernai des gendarmes qui ont dû intervenir pour là aussi évacuer certains individus de piscine. À Toulouse, la piscine carrément n'ouvrira pas. La piscine municipale n'ouvrira pas. Et on a des communes suisses, ça y est, qui ont décidé d'interdire l'entrée de leur piscine aux Français. Jean-Yves, c'est aux Français, voilà. C'est très intéressant, j'allais dire, personne ne dit qui sont les auteurs de ces incivilités qui rendent insupportable la vie aux Français, là, réellement. Petite remarque, effectivement, pendant très longtemps, la gendarmerie était organisée, qui couvre les territoires ruraux, l'essentiel du territoire français, en fait, était organisée par brigade territoriale, et il y avait un petit nombre d'agents de gendarmes qui étaient suffisants pour maintenir l'ordre. Avec l'évolution, la racaillisation, la gendarmerie a été obligée de mettre en place des pelotons de surveillance et d'intervention beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux armés en fait, et qui en l'occurrence sont intervenus simplement pour rétablir la paix dans des piscines. C'est ce qui était quand même tout à fait étonnant et qui montre à la fois la dérive insécuritaire liée à la dérive migratoire. C'est absolument lunaire. Et je vous propose d'écouter également, pour conclure sur le sujet des piscines, le propos d'un maire suisse qui nous parle des piscines en Suisse. On l'écoute tout de suite. On a une vingtaine de personnes qui ont dû être exclues de la piscine de Porrentruy. Sur ces 20 personnes, il y a 17 personnes qui viennent de la France. J'ai envie de dire malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène important qu'on constate en France, c'est que vos piscines se ferment les unes après les autres par rapport à des problèmes d'incivilité. Et je crois que ce n'est pas à la ville de Porrentruy de prendre tous les problèmes d'incivilité que les politiques français n'arrivent pas à gérer. On fera le bilan au 31 août pour savoir si on lève ces mesures ou bien pas. Dans tous les cas, ce qui pour moi est important, c'est que les Brentruitains, les Jurassiens puissent profiter de cette infrastructure. C'est grâce à eux que cette infrastructure est présente. C'est eux qui la financent à travers leur impôt. Je crois que là, il touche du doigt quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que beaucoup de ces structures sont municipales ou sont au moins financées par les impôts des gens qui vivent sur place. Lui, il est protégé en quelque sorte par sa frontière, parce qu'il peut dire je ne veux pas
des gens qui viennent d'ailleurs, et il prend le passeport. La vérité, c'est que c'est pas le passeport le problème. Je veux dire, une mère de famille française avec ses enfants qui vient à la piscine de Porrentruy ne poserait pas de problème. Une femme plus âgée qui viendrait se baigner ne poserait pas non plus de problème. Ce qui pose problème, c'est les racailles. Voilà. Mais évidemment, ce pauvre maire de Porrentruy ne peut pas procéder à, on va dire, la sélection faciès. Ce serait absolument inenvisageable, inimaginable. Et donc, il utilise la seule chose qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire le passeport qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, puisque le fait d'avoir un passeport français ne garantit pas un comportement français traditionnel. Voilà la réalité. C'est très triste. Et c'est très humiliant pour la France. C'est très humiliant pour la France. On voit à quel point la racaillisation aboutit à une perte des libertés pour les Français et une perte de dignité à l'extérieur. Qui veut me donner des millions, ou encore le scandale de la chaîne 23. En 2011, Jean-Yves, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est l'actuel Arcom, quand même, lance un appel à projet pour attribuer des fréquences TNT. Didier Maisto, que l'on va voir intervenir dans ce sujet, chers téléspectateurs, postule à cet appel d'offres pour son groupe fiducial à l'époque. En même temps, un autre individu postule également. Il s'agit de Pascal Ouzelot, qui va nous intéresser plus particulièrement. Je vous propose d'écouter Didier Maisto vous raconter comment est-ce que cet appel d'offres s'est déroulé. Donc, je n'ai pas lâché l'affaire. Parce que je m'étais rendu compte, en ayant participé à cet appel d'offres, cet appel à candidature, ça remonte, c'était en octobre 2011, que tout était déjà pipé, tout était déjà fait d'avance, que les chaînes étaient distribuées et qu'ils avaient lancé, que le CSA, ancêtre de l'Arcom, avait lancé l'appel à candidature une fois qu'ils avaient désigné plutôt les lauréats. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai vu ça au bout de 15 jours, je vais jouer les candides, je vais faire comme si je ne comprenais pas. Et je suis allé au bout du processus. J'ai fait parler tout le monde, fait écrire tout le monde, parce que c'était vraiment une affaire d'État. Et je me dis, si l'État donne des fréquences comme ça, en faisant croire au public qu'on est dans une compétition loyale, c'est très grave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que ne fut pas ma surprise, quand j'ai vu Pascal Ouzelot, qui avait déjà arnaqué, si j'ose dire, escroqué le CSA, puisqu'il avait eu une chaîne homosexuelle axée, qui devait faire une chaîne sur le culturel, on va dire, sur la communauté homosexuelle, dont il est un des représentants. Et en fait, cette chaîne n'a pas trouvé son modèle et c'est devenu une chaîne à péage pornographique, gay, et donc elle a poigné l'eau de toutes parts. Alors la chaîne de Pascal Ouzelot dont Didier Maisto parle, il s'agit de Pink TV, il n'invente rien puisque la fiche Wikipédia de cette chaîne explique ceci: 2 heures d'émission en clair chaque jour et le restant des programmes était du contenu pornographique. Payant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc pour accéder au canal TNT, Pascal Ouzelot, qui était omniprésent dans le système médiatique à cette époque, propose cette fois-ci une chaîne thématique avec des programmes forts, axés sur la diversité des origines et des cultures. Donc on est encore sur la promotion de la diversité. Des minorités, voilà. Des minorités qui peuvent être culturelles, qui peuvent être religieuses, qui peuvent être ethniques, qui peuvent être sexuelles. Voilà. La promotion des minorités, c'est la grande thématique. Le tout financé d'ailleurs et commercialisé par TF1 Publicité, ce n'est pas inintéressant de le souligner. Et là, Jean-Yves, je laisse Didier Maisto reprendre ses explications sur ce qu'il advient ensuite. Ce monsieur, il a quand même convaincu le CSA en disant, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais faire une chaîne axée sur la diversité, c'est-à-dire les Arabes, les Noirs, les handicapés, toutes les diversités, les différentes mœurs sexuelles. Et sur ma petite chaîne, je vais
être le bon samaritain et je vais rétablir toutes les inégalités et lutter contre ça. Voilà, sur une chaîne de la TNT, on peut comprendre et même le combattre, mais en tout cas, on peut comprendre que cet objectif soit transversal pour l'ensemble de l'audiovisuel français. On a un peu plus de mal à comprendre que cela soit le cas sur une petite chaîne de la TNT. Et où on a vraiment du mal à comprendre, après ce que je viens de dire sur les précédentes, on va dire, arnaques quand même, escroqueries de ce monsieur, c'est que il a constitué une petite société, a posteriori d'ailleurs, ce qui était interdit, mais bon, mettons, de 11 000 euros. Hein. 11 000 euros, c'était son capital. Et moi, j'avais un budget à l'époque, j'étais dans un grand groupe, on avait 100 millions d'euros, parce que le modèle d'une chaîne sur la TNT, dans la dernière salve des 6 chaînes de la TNT, en général, en règle générale, vous perdez 20 millions d'euros par an sur les 5 premières années avant d'amorcer la pompe, de trouver un modèle, etc. Donc 100 millions d'euros, c'est un minimum d'ailleurs, c'est ce qu'avait budgété TF1, M6, et les différents groupes qui portaient les projets. Et je me suis dit, il va vouloir revendre la chaîne. C'est pour ça qu'on lui a donné, parce que ce n'est pas possible qu'il l'exploite, il n'a pas l'argent, il n'a pas les reins pour ça. Donc il a forcément quelqu'un. Et je m'étais dit, au hasard, tiens, il va vendre à Alain Veil, qui va vendre à Drahi. Et effectivement, je devais avoir, je ne sais pas, le don de seconde vue. Tout le monde m'avait traité de je ne sais quoi, de complotiste, etc. Ça s'est exactement passé comme ça. Évidemment, je n'ai fait qu'une chose, mettre mes lunettes et regarder. Et effectivement, à cette enseigne, la convention qui avait été établie par 2 personnes complices du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui avait fait une convention sur mesure où, au bout de 2 ans et demi, il pouvait revendre la chaîne, ce qui est quand même extraordinaire. Il peut revendre au bout de 2 ans et demi. Ce que Didier Maisto ne précise pas dans cet extrait, c'est qu'il revend pour plus de 70 millions d'euros une chaîne qui lui a été pourtant confiée gratuitement. Et ça pose évidemment des questions. Alors, beaucoup d'investigations ont été lancées suite à une plainte de fiduciel qui a été menée d'ailleurs par Didier Maisto, qui n'a pas lâché l'affaire à aucun moment. Et Pascal Ouzelot, là, a été mis en examen enfin en janvier. Jean-Yves, peut-être un commentaire avant de passer à un dernier extrait avec Didier Maisto. Oui, alors peut-être un commentaire sur Maisto. À l'époque, il travaillait pour Fiducial. Fiducial est un groupe de comptabilité qui est dirigé par Monsieur Latouche, qui est un homme plutôt de droite, on va dire. C'est un milliardaire, puisqu'il a, je crois, un patrimoine autour de 2 milliards. Un milliardaire de droite qui est le patron de Sud Radio et qui, à cette époque-là, voulait investir dans l'audiovisuel. Et évidemment, la manœuvre est double dans l'affaire, puisque on donne le canal à un copain qui va ensuite faire une magouille, on va y revenir, et en même temps, on élimine ce qui aurait pu être un groupe un peu plus dissident, on va dire. Voilà, un accès à la TNT à un groupe plus dissident, on l'élimine. Donc on fait d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Alors j'ai posé la question à Didier Maisto. Je lui ai demandé pour lui si jamais il y avait une différence entre le CSA et l'ARCOM d'aujourd'hui, pour une différence d'opacité autour de l'attribution des fréquences. Et vous allez voir sa réponse sans équivoque. Aujourd'hui, ce sont des personnes morales dites indépendantes. Mais en réalité, moi, quand j'avais écrit un certain nombre d'articles pour dénoncer ce scandale, j'avais rencontré Patrick Buisson, paix à son âme, aujourd'hui. D'ailleurs, j'en avais fait 4 livres et peut-être 200 articles. Où j'avais dit, vous savez, monsieur le conseiller, parce que c'est lui qui donnait les chaînes avec Sarkozy à l'époque, on me dit qu'il y a des membres du CSA qui ont des velléités d'indépendance. Et il m'a dit, oh, vous savez, mon bon monsieur, quand le président de la République dit quelque chose, le président du CSA écoute et s'exécute. Donc, j'avais dit ça noir sur blanc, je n'ai jamais eu le moindre procès sur le sujet. Donc, voilà, c'est-à-dire, évidemment, pour les fréquences d'une radio FM ou une radio associative qui sont renouvelées à Tourcoing, ce n'est pas le président de la République qui intervient. Mais pour les nominations, et on l'a vu avec Delphine Ernotte, en dépit du fait que, bon voilà, elle a déjà fait 2 mandats et qu'il
il fallait qu'elle fasse un demi-mandat, puisqu'ils avaient dans l'idée de faire cette fameuse holding qui, pour l'instant, ne voit pas le jour, qui verra sans doute jamais le jour. C'est le serpent de mer, ça fait 40 ans que j'entends ça. Il faut regrouper l'audiovisuel. Enfin, de toute façon, ça ne changera rien. Moi, je pense qu'il faut supprimer l'audiovisuel public, puisque de toute façon, c'est devenu quelque chose de commercial et de politique. Et l'urgence, ce n'est pas de financer des gens qui nous crachent dessus toute la journée. Donc, voilà, il n'y a pas d'indépendance. Jean-Yves, là, on a un tableau qui est assez sombre. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier nos médias face à toutes ces dérives du CSA et de l'Arcom aujourd'hui? D'abord, le CSA et l'Arcom sont des autorités dites indépendantes, et je redis ce que je dis toujours. On nomme dans ces autorités indépendantes des gens qui, tout au long de leur vie et de leur carrière, ont montré précisément leur dépendance. Voilà. Le président du CSA de l'époque est un ancien directeur de cabinet de Premier ministre. C'est une profession tout à fait honorable, mais c'est une profession dépendante. Voilà. Et donc, on nomme, soi-disant, à la tête d'autorités indépendantes, des gens qui sont sélectionnés par la souplesse de l'échine. Voilà. Et donc, effectivement, ils font ce qu'on leur dit, et l'Arcom fait cela. Alors, c'est quand même intéressant de voir cela, parce qu'on a la coalition des minorités servies par l'autorité soi-disant indépendante, elle-même protégée par le Conseil d'État, qui obéit à la même logique de minorité, finalement. Pour Arte Junior, les bébés sont immatures, chiants et très moches. Et qui de mieux pour représenter ces propos très intéressants et pour illustrer ces bébés très moches que la figure de Jésus réinterprété par ses cerveaux malades, je crois qu'on peut le dire. Je vous laisse voir par vous-même peut-être un extrait de cette ignoble petite vidéo. Oh mon Dieu! J'annule la séance photo avec Nazareth Mag. Faire naître le bébé humain quand son cerveau n'est pas encore trop gros. C'est pour ça qu'à la naissance, par rapport aux autres mammifères, le bébé humain semble à la ramasse. Et oui, qui dit immature dit dépendant et donc méga chiant. À 3 mois, faut faire dans la litière, vieux. Alors, pour être sûr qu'on comprenne bien la comparaison avec Nazareth Mag, etc., entre Jésus et ce petit bébé, il y a même à un moment une illustration d'un tableau de la Nativité face à Jésus qui vient de naître, dessiné par Arte, du moins. Jean-Yves, vous avez peut-être déjà un commentaire à faire sur ces Oui, alors, en dehors du mauvais goût, de ce que vous nous avez montré, c'est aussi d'une stupidité sans nom. Parce que le bébé humain, il est fait pour déclencher le sentiment de protection, le sentiment d'affection. Qu'est-ce qu'on dit d'un bébé, naturellement? C'est qu'il est mignon. Voilà. Et s'il n'était pas mignon, il ne serait pas protégé comme il est protégé. Donc, c'est d'une stupidité sans nom, y compris sur le plan scientifique. Alors, cette stupidité sans nom, ce qui, pour toute autre religion que la religion catholique, serait considéré comme un blasphème. Allez, les gars, faites ça sur Mahomet. Hein bon, eh bien, là, ça passe financé par le service public. Arte, c'est le service public. C'est Nicolas qui paye. Tout à fait. Comme d'habitude. Alors, chaque épisode de Tu mourras moins bête finit par... mais bon, tu mourras quand même. C'est un peu la synthèse finalement de tout ce qu'il ne faut pas faire voir à des enfants. C'est financé par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma également, le Centre national du cinéma et de l'image animée qui est financé par la région, encore une fois, mais aussi par le département de la Drôme et aussi par l'agglo Valence Roman. Alors, c'est notre argent. Ça mérite un petit commentaire parce que Arte, c'est le service public, c'est l'État. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le conseil régional, c'est donc encore Nicolas qui paye. Et l'agglo Drôme, Valence-Roman, c'est aussi
Nicolas qui paye, c'est le contribuable local, cette fois, et national, puisque les communes sont en fait financées par l'État. On précisera quand même que, en l'occurrence, le patron d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est M. Vauquier, où ça l'a été très longtemps, et le patron de l'agglo de Valence, c'est aussi un LR, mais qui se croit obligé de financer tout ce que la gauche peut leur proposer de financer, parce qu'ils n'ont pas la colonne vertébrale pour savoir dire non à des choses qui ne sont pas acceptables. Sandrine Rousseau est-elle bientôt de retour sur X? Figurez-vous qu'elle a, non pas tweeté pour l'instant, mais elle a retweeté David Béliard après sa disparition de ce réseau le 20 janvier dernier grâce à Hello Kitty. Un petit commentaire, Jean-Yves, peut-être? Reviens Sandrine, reviens, oui. Tu nous manques sur Twitter. Alors, une petite remarque, vous savez que la manip Hello Kitty visait à permettre le transfert massif de comptes de Twitter vers Blue Sky, le tout organisé par un pseudo-chercheur du CNRS avec l'argent public, c'est encore Nicolas qui a payé. Mais alors, c'est un bide, parce qu'aujourd'hui, Twitter a 500 millions d'utilisateurs, et Blue Sky, qui a bénéficié de toute cette promotion, et de toute cette promotion avec l'argent public, est à 30 millions, je parle là des chiffres à l'échelle mondiale, évidemment. Donc Blue Sky, c'est l'entre-soi gauchiste, mais ça ne fait pas tant recette que cela. Mastodon, il y a de moins en moins de postes. Je m'astreins à y aller régulièrement et ce n'est guère fourni, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui pointe le bout de son nez revient nous régaler. Revient Sandrine. Omar Sy, son chien, la SNCF. Non, ce n'est pas le début d'une blague, mais c'est bien un running gag en revanche de la part d'Omar Sy et de son chien. Il faut le préciser, son chien c'est un staff américain. Selon Valeurs Actuelles, figurez-vous que Omar Sy aurait encore une fois refusé de museler son chien en gare de Lyon. Des allégations qui ont été démenties fermement par la SNCF cette fois-ci, mais que le média Valeurs a bien maintenu en mai dernier. C'est pour ça que je parlais de running gag. Il y avait déjà eu une altercation avec l'acteur face aux agents de la SNCF. On appelle ça le comique de répétition, oui, voilà, c'est ça. Oui, Floriane, si vous permettez. En français, c'est pas faux. Et à l'époque, il y avait eu des accusations d'outrage et de menaces et les agents concernés avaient même déposé une plainte. Cette fois-ci, la SNCF prend le parti de défendre cet acteur décidément intouchable. Intouchable. Alors, c'est assez amusant parce que la SNCF ne dément pas vraiment ce que dit Valeurs Actuelles. La SNCF dit le chien staff, ça appartient à une race dangereuse, le chien était muselé dans les wagons. Donc. Oui, il y a des races plus dangereuses que d'autres chez les chiens en tout cas. Le chien était muselé dans le train. Mais ce qu'a dit Valeurs Actuelles, c'est qu'il y a eu un incident avec les agents de contrôle sur le quai de la gare. Donc la SNCF ne dément pas vraiment, elle dévie. C'est une info de diversion. Les cathos prennent le contrôle. Il y a l'entrisme des frères musulmans qui agite en ce moment l'actualité. Mais selon l'UMA, eh bien, les cathos sont en train de prendre le contrôle. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à parler de sortisme pour les catholiques, puisqu'on a vu les dernières réformes, bien sûr, l'avortement qui est constitutionnalisé, la loi euthanasie, le mariage pour tous. Mais non, l'UMA maintient la PMA, la GPA, naturellement. Oui. Edoui Plenel a mené l'enquête grâce aux archives personnelles de l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, Monsieur Patrick Buisson. On se demande comment est-ce qu'ils les ont obtenus, mais c'est ainsi. Et donc, il y avait visiblement une stratégie d'entrisme des courants catholiques les plus traditionnalistes au cœur des puissances publiques. Et son succès, nous dit même Edoui Plenel. De qui se moque-t-on, là, Jean-Yves ? Il y a peut-être eu des tentatives, mais l'évolution générale de la société va exactement à l'opposé, sous la puissance
des lobbies d'extrême gauche, des minorités d'extrême gauche, dont M. Plenel est le parfait représentant et le porteur. Voilà. Et donc c'est très habile de sa part. Là aussi, c'est de l'info de diversion. On désigne un... Cachez-moi ce qu'il ne faudrait pas vraiment remarquer, c'est-à-dire l'entrisme des frères musulmans, qui pourtant provoque un conseil de défense la semaine prochaine avec Emmanuel Macron. Bon. CRIF, l'ICRA, SOS Racisme, Centre LGBTI+, Aurore Berger vient d'annoncer plus de subventions et plus de pouvoir à une coalition d'associations, dont celle que je viens de citer, qui seront chargées de surveiller le net et qui auront surtout, comment est-ce qu'elle dit, un lien direct avec l'ARCOM, des associations qui, elles le rappellent, mais on le sait bien ici et dans les médias, qui sont déjà aidées financièrement, mais qui vont l'être encore plus pour être dédiées à la lutte contre la haine en ligne. Et Madame Berger qui nous dit c'est un enjeu démocratique majeur, un enjeu de santé publique pour nos enfants et pour nos adolescents. Jean-Yves, là vous avez un commentaire bien sûr sur ces liens privilégiés, encore une fois, du pouvoir. Vous avez un certain nombre d'associations nuisibles, qui sont des associations immigrationnistes, LGBT, soi-disant antiracistes, comme le CRIF, la LICRA, SOS Racisme, les centres LGBT+, etc. Des associations nuisibles, qui sont massivement subventionnées. C'est encore Nicolas qui paye. Et qui, avec ces subventions, vont recruter des délateurs qui vont faire des délations à l'ARCOM, qui ensuite procédera à des intimidations et des censures. Alors, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait des dérapages sur un certain nombre de médias, mais il y en a partout. Les réseaux sociaux, c'est infini. Simplement, là, on braque le projecteur sur un certain nombre de médias, sur un certain nombre de réseaux, sur un certain nombre de sujets, et on ne regarde pas ailleurs, puisque, effectivement, à partir du moment où il y a des gens qui vont être payés pour signaler, c'est-à-dire faire de la délation, ils vont forcément trouver des choses. Et donc, l'ARCOM pourra dire il y a vraiment des choses problématiques sur tel ou tel média, et ça justifiera telle ou telle censure, qui sera ensuite validée, si elle est contestée, par le Conseil d'État. C'est exactement ce qui est arrivé avec C8 et avec les alertes sur CNews. On dénonce, l'ARCOM condamne, l'ARCOM censure, et le Conseil d'État applaudit. C'est la même logique de petites minorités qui imposent leur dictature à la majorité et qui font payer Nicolas. C'est un peu l'ubérisation de l'ARCOM d'ailleurs, parce que c'était une de ses missions, a priori, la surveillance du net. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Et puis, ça fausse ses comptes, puisque l'ARCOM va vous dire « j'ai un budget de 50 millions ». Oui, plus toutes les subventions données à toutes ces associations nuisibles qui travaillent en partie pour l'ARCOM, oui. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. On ne se quitte pas sans annoncer le portrait piquant à nos téléspectateurs, Jean-Yves. Le portrait piquant qui sera consacré à Mathieu Gallet, un personnage, vous allez voir, intéressant. On a d'ailleurs dit dans les médias pendant un temps qu'il était peut-être l'amant d'Emmanuel Macron. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à découvrir autour de cet homme qui gravite dans les médias. En tout cas, il a été directeur pendant un certain temps de la radio publique. Voilà. Si le programme vous a plu, avant de passer au portrait piquant, n'oubliez pas, je vous le rappelle une dernière fois, de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire juste en dessous. Tous les liens nécessaires pour cette émission se trouvent dans le descriptif. D'ici là, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Mathieu Gallet n'est pas journaliste, mais son parcours dans l'univers médiatique mérite bien un portrait. Mathieu Gallet est né en 1977 à Villeneuve-sur-Lot. Études à l'IEP de Bordeaux, puis en économie à Paris. Début professionnel chez les disques Erato, un passage rapide
au groupe Canal, sa carrière démarre en 2006 quand il intègre un cabinet ministériel. Devenu le conseiller de Frédéric Mitterrand et favorisé dans son ascension par le neveu de l'ancien président, il prend la tête de l'INA en 2010 à 33 ans. En 2014, le CSA de l'époque le choisit à la tête de Radio France. Son bilan est plutôt flatteur. Il aura géré la plus longue grève de l'institution depuis mai 68 et son groupe enregistrera un record avec plus de 27% d'audience cumulée. En 2018, un an plus tard, il est jugé dans une affaire de favoritisme à l'INA. Il est relaxé en appel, mais il est révoqué quand même de son mandat à Radio France par le CSA avant la fin de son mandat. Meurtri, il rebondit dans le secteur privé en créant Magellan, une application de podcast avec l'appui financier de Xavier Niel. Magellan sera racheté en 2022 par l'agence ETX Studio. Début 2024, coup de tonnerre. Il succède à André Lévy-Lang dans ses fonctions de président de conseil de surveillance des Échos. Le titre n'a plus de directeur de la rédaction. Jugé trop proche des journalistes, Lévy-Lang est prié de se démettre de ses fonctions. Et Gallet apparaît comme l'homme providentiel, susceptible de concilier à la fois les intérêts de la rédaction et de la famille Arnaud. Le nom de Christophe Jacobizine est proposé par Mathieu Gallet et validé. Mathieu Gallet se voit prêter une liaison avec Emmanuel Macron dès l'accession de ce dernier au ministère des Finances. Il estimera que cette rumeur est, au moins en partie, à l'origine des déboires dont il souffrira. Je cite « Mon éviction donnait enfin l'occasion tangible de tuer la rumeur qui m'avait attribué une relation intime avec le nouveau président de la République. » Selon lui, l'origine de cette rumeur est à mettre sur le compte d'une stratégie du camp socialiste. Emmanuel Macron lui-même commentera l'affaire sur Télé Loisirs le 7 mai 2022. Je cite « Pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi. » Fin de citation. Sur le plan politique, il déclare dans son livre « Jeu de pouvoir », je cite « Mes grands-parents, des deux côtés, votaient à gauche. Et ma mère est restée Mitterrandolâtre. Mon père, il est de cette gauche radicale socialiste, modérée, propre à notre sud-ouest natal. Pour ma part, arrivé à Paris, j'avais fréquenté la section socialiste, bien sûr, du 2e arrondissement, fin de citation. Mais il votera Sarkozy en 2007. Un peu de Jospin, un peu de Sarkozy, Mathieu Gallet est bien l'enfant de son siècle.